C'est- Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, j'ai Michel Jean, qui est auteur québécois et qui est ici pour nous parler de littérature autochtone dans le cadre de Québec en avant. Québec en avant, moi, je vais vous le rappeler, puis je vais vous mettre un petit lien quelque part là, pour que vous puissiez aller voir. C'est un défi annuel qui est à sa 9e année cette année et qui a pour but de mettre de la littérature québécoise partout sur les réseaux sociaux au mois de novembre. Cette année, on a fait des catégories qu'on a associées avec des chansons québécoises et il y en a une qui parle de littérature autochtone. Je trouvais très intéressant d'inviter Michel à en parler avec moi, vu qu'il est lui-même Innu, qui a traité de ces thèmes-là dans ses livres. Et voilà, on va commencer. Donc, bonjour Michel, Salut Karen. ça va bien? Très, très, très bien. Content d'être là. Merci de Merci m'inviter. d'avoir accepté ma petite invitation ce matin. Merci d'aider à promouvoir notre belle littérature québécoise et en particulier la voix des Autochtones. Ça me fait plaisir. Donc, juste parce qu'il y a des gens qui connaissent quand même moins bien notre réalité au Mm. Québec. Je ne parle pas juste des gens d'ailleurs, je parle des gens du Québec aussi. Quand on parle des Autochtones au Québec, c'est une variété de personnes. C'est pas juste un peuple, ça. Non, je pense que c'est 11 nations. Il y a plusieurs nations. Je veux dire, tu sais, au Québec, il y a les Inuits qui sont les plus nombreux, les Atikamekw, il y a les Cris qui sont au nord. Il y a les Wendat, bien sûr, les Mohawks qui sont dans le coin de Montréal. En Gaspésie aussi, il y a des nations, les Abénaquis qui sont dans le centre du Québec, les Anishinabés qui sont au coin de l'Abitibi. Je veux dire, avant l'arrivée des Occidentaux, des Européens, le territoire était habité par différentes nations, chacune ayant sa langue, sa culture, un peu comme, en fait, si tu te promènes, je ne sais pas, en Amérique du Nord, les Québécois, les Ontariens, les Américains, en Europe, les Français, les Polonais, les Allemands, tout ça. C'est tous des gens qui habitent un territoire, qui ont une langue, une culture, sauf que c'était comme ça ici avant, et ça subsiste encore aujourd'hui, même si ils ne sont même pas tous sédentarisés de la même manière. Par exemple, si tu prends les Mohawks, les Wendat, ils sont collés sur deux grandes villes, Montréal et Québec. Puis la langue est moins parlée. Il y a plus d'assimilation, si on veut, même si la culture reste forte. Alors que si tu vas chez les Abénaquis, les Anishinabés, les Inuits, surtout sur la côte nord, il y a moins de tout ça. Donc, c'est pas égal, c'est pas la même réalité, mais c'est la même racine commune. La même racine, puis en fait, c'est que leur histoire est différente aussi. Hein. On parlait d'un autre moment du territoire. Il y a des Ouais. gens que ça fait pas si longtemps que ça qui ont perdu leur territoire ancestral. Non, puis c'est pas quelque chose qui est arrivé en même temps pour tout le monde. Je veux dire, par exemple, bon, évidemment, ceux qui sont plus près des grandes villes, ça s'est fait plus rapidement, mais je pense aux Inuits, par exemple, qui sont sur la côte nord. Bien, dans certains cas, ça a resté, ça fait juste 25-30 ans que les gens ont quitté le territoire. Les Wendat, par exemple, eux autres, collés sur Québec, ben, tu sais, avec leur histoire particulière, c'est une chose. Les Mohawks, c'est autre chose. Alors, vraiment, c'est une mosaïque où les peuples, un, sont différents, puis où ils sont pas rendus nécessairement, ils n'ont pas le même rapport au territoire aussi à cause de leur histoire, à cause de leur situation géographique, puis à cause de comment les choses se sont placées avec le temps. En fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'on a lu un roman autochtone qu'on a une idée de toute la variété et toute la richesse des cultures autochtones au Québec. Fait Non, que, parce qu'il y a vraiment des différences importantes. Là. Je veux dire, si tu prenons trois auteurs, hein. Naomi Fontaine, Louis-Carl Sioui, puis prenons moi. Ben, nos trois livres sont vraiment différents. Moi, que Naomi Fontaine, elle va avoir plus une approche où elle va raconter la réalité des réserves, vraiment les liens entre les Blancs, les Autochtones, mais par rapport à aujourd'hui, tout ça. Louis-Carl, lui, souvent, il fait, je pense à la Chronique de Kitchiki, son dernier roman que j'ai beaucoup aimé. Je veux dire, c'est un peu trash, tu sais, c'est de l'autochtone trash, aucun rapport. Puis moi, je suis dans autre chose. Je parle des questions qui, moi, dans mon dernier roman, c'était la sédentarisation forcée. Avant, c'était les pensionnats, mais on est tous les trois très différents. De la même manière que les romans québécois ne sont pas tous pareils, c'est la même chose avec la littérature. Puis c'est la même chose au Canada, en Amérique du Nord. Il y a des grandes différences selon les cultures, selon les auteurs aussi. Moi, je n'écris pas juste des questions sur les Autochtones aussi. Puis je n'ai pas l'intention de toujours écrire seulement sur les questions autochtones. On peut être autochtone et s'intéresser à plein d'autres choses, des choses universelles aussi.
Je veux dire, on peut parler d'autres affaires aussi. Alors, ouais, je pense que c'est assez différent. Est-ce que pour toi, c'est vraiment important de parler justement de ta culture autochtone dans ta littérature? Ah oui, vraiment, parce que, moi, je dirais, c'est important à deux niveaux. D'abord, c'est important pour les Autochtones eux-mêmes, parce que notre histoire, elle est nulle part dans les livres. Je veux dire, bon, maintenant, on parle de la Maison Longue à l'école, les jeunes apprennent ça, là, mais il n'y a pas une grosse place qui est faite à l'histoire autochtone, à la culture autochtone, dans le cursus scolaire. Je donne toujours l'exemple des Européens. Si tu prends la France, par exemple, eux autres, ils apprennent l'histoire de la France de la préhistoire à aujourd'hui. Nous, ici, au Québec, c'est comme ça partout en Amérique du Nord, mais pour nous, le Québec, ça commence avec Christophe Colomb, 1492, Ben oui. 1534, Jacques Cartier. Puis avant ça, ben, les livres ne commencent pas. Là, on a dit. Alors, au travers de ça, il n'y a, a pas beaucoup de place pour pour la culture et l'histoire autochtone. Alors, les Autochtones eux-mêmes, comme le mode de transmission orale s'opère à cause de la sédentarisation, dans les livres, dans le processus d'apprentissage, je ne le vois pas beaucoup. Alors, moi, j'écris pour que ça existe pour eux. Par exemple, quand j'ai écrit Le vent en parle encore, qui était sur les pensionnats, j'avais une jeune Inou de Ouachat qui m'avait écrit pour me remercier. Puis elle m'avait dit, je pense qu'elle avait 17 ou 18 ans, elle m'avait dit, je vous remercie de votre livre parce que moi, les pensionnaires, je ne les ai jamais aimés parce qu'ils sont violents, ils boivent, c'est pas du monde. Et là, je comprends pourquoi ils sont comme ça. Alors, même elle, à Ouachat, cette histoire-là, elle ne la connaissait pas vraiment. Mais là, au moins, ça existe. Puis l'autre volet, ben, c'est pour les Allochtones, parce que pour eux autres aussi, faut que ça existe. Puis je me rends compte que quand tu leur expliques, tu sais, on est capable de convaincre quelqu'un, tu t'obstines avec quelqu'un, tu as toujours un argument. Tu vas peut-être réussir à le convaincre, peut-être pas non plus. Mais à travers un livre, si la personne voit l'histoire et vit l'histoire à travers le roman, s'attache, réussit à se mettre à la place des personnages, elle va le réaliser beaucoup plus. C'est beaucoup plus efficace. Ça, c'est Tellement la force de d'accord. la littérature. Ouais. Et à ce moment-là, c'est comme ça, moi, je pense qu'on est capable de convaincre les gens. C'est sûr que ça n'a pas le même range d'attraction que la TV ou les films, etc. Tu sais, un roman best-seller au Québec, c'est 3000 copies, je pense. Mais les gens que tu rejoins, tu arrives à les rejoindre. Alors, moi, je pense qu'il y a une utilité pour les deux. Cela dit, j'écris pas nécessairement dans un but d'apprendre toujours quelque chose. Moi, pour moi, la littérature, il faut que ce soit intéressant, beau, plaisant, tout ça. Mais sous le texte, il y a cette intention-là. Et il y a une vidéo de Maps qui est apparue il n'y a pas tellement longtemps où tu parles quand même de tous tes livres en détail. Je vais la mettre là ou là. Je ne sais jamais quel bord l'image va arriver. Donc, quelque part en haut pour que les gens puissent aller en entendre parler davantage si ça les intéresse et que ça va les intéresser. Mais on va quand même en parler rapidement ici, c'est-à-dire que moi, je t'ai découvert avec Eleni, qui parlait de ta grand-mère, je crois. Puis c'est un roman qui m'avait fait découvrir ta plume et qui m'avait vraiment bouleversée parce que justement, j'avais vécu les émotions avec le personnage et tout ça, notamment la perte du territoire, même chose dans Coupoum. Ça, c'est des choses qui m'avaient vraiment rejointe et touchée. Donc, tu as deux romans qui sont plus personnels, dans le fond, qui parlent de ta grand-mère et de ton arrière-grand-mère. Oui. Mais en fait, ce qui est arrivé, tu sais, mes premiers romans, je n'ai pas abordé les questions autochtones. Mon premier roman, ça parlait de journalisme. Mon deuxième, c'est un premier roman, il parlait d'Haïti, puis le personnage est un journaliste là aussi. Puis après, j'ai écrit un roman sur le point de vue amoureux masculin. Puis après ça, ben, en fait, ce qui est arrivé, le déclic, c'est quand ma grand-mère est décédée. Puis c'est la première scène que je raconte dans le livre. Oui. Puis, ce qui était pour moi le déclic, c'est la cousine de ma mère, qui s'appelle Jeannette, comme ma grand-mère. Elle me dit, Michel a dit quelque chose que je veux te dire. Moi, je ne la connaissais pas à ce moment-là. Je ne l'avais jamais rencontrée. Elle me connaissait de la TV. Puis, elle m'avait dit, toi, Michel, a dit l'Indien, tu l'as vraiment en toi. Là, j'ai dit, waouh, c'est une belle phrase, Jeannette, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, ça veut dire quoi le sens de ça? Elle m'avait dit, moi, je t'ai souvent vu dans des situations où les gens sont énervés autour de toi, il y a beaucoup d'animation, les gens courent, crient, il y a beaucoup de tension, puis elle dit, toi, tu es toujours calme. Ça, c'est indien. Puis, ça m'avait touché parce que je me suis dit, oui, c'est vrai que je suis comme ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère et non pas un trait culturel. Puis là, la démarche, elle s'est faite, c'est quoi la part d'Indien qui reste en moi? Je dis Indien parce que les vieux prenaient ce mot-là. Et
Et donc là, je cherchais une manière, puis là, c'était une question sur l'identité en réalité, qui on est, qu'est-ce qui reste de toi et tout ça. Et je cherchais une manière d'écrire ça. Et honnêtement, j'ai écrit Elle et nous en me basant sur aucun livre que j'ai lu avant, mais en me disant, je vais raconter d'un côté, moi, ce que je raconte là, par exemple, ma rencontre avec Jeannette, plus des aspects plus personnels, soit des choses qui me sont arrivées, des exemples de racisme, des situations. Puis le chapitre d'après, j'imaginais ma grand-mère qui a son centième anniversaire parce qu'elle est morte à presque 102 ans. Elle a toute sa famille réunie, puis elle revit sa vie, puis il y a toute une partie de sa vie qu'on ne connaît pas parce qu'elle ne voulait jamais nous raconter. Même moi, je questionnais beaucoup. J'avais beaucoup de questions quand j'étais jeune sur le passé, sur la culture, sur la langue, tout ça. Puis ma grand-mère, elle ne voulait pas trop. Fait que j'ai commencé un peu une quête à savoir pourquoi elle ne voulait pas trop, puis c'était quoi sa vie. Donc, j'ai raconté à travers ça mon histoire plus l'histoire de ma grand-mère. C'est sans doute le livre le plus personnel parce que c'est la seule fois que j'ai écrit un livre vraiment, bon, pas envoyé spécial, là, je parlais de journalisme, mais vraiment, ouais, c'est moi qui parle pour vrai, non pas un personnage. Puis j'ai fait ce livre-là qui, à l'époque, quand il est sorti, les gens l'ont beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un gros succès de vente. On n'était pas dans l'ambiance, on n'était pas dans. Ces questions-là intéressaient moins les gens, j'imagine, je sais pas. Moi, j'en étais content, en tout cas, mais ça n'a pas été comme un best-seller ou un livre qui a eu beaucoup d'impact. Puis après ça, bien, j'ai fait un autre roman. Puis avec Jeannette, maintenant, elle me racontait un peu son histoire du pensionnat à elle. Puis là, comment elle est amenée de force sur une île à la baie James, sa sœur, etc. C'est incroyable, hein, cette histoire-là. Ouais. Moi, Ben moi, ça, là. ouais. Mais ça, c'est en plus, tu sais, c'est au Saguenay, mais c'est là que ça se passait, là, tu sais. Et moi, je connaissais les pensionnats. J'avais fait des reportages même sur le dernier pensionnat autochtone qui a fermé ses portes en 96. Moi, j'ai travaillé à la fin des années 80 en Saskatchewan. Je suis allé, moi, au pensionnat Fort-Capel, je me souviens très bien. Puis j'en avais vu en Ontario, mais je ne savais pas, moi, à cette époque-là. C'était avant la commission réconciliation et tout ça. Je ne savais pas qu'on en avait au Québec. Alors, je commençais à m'intéresser à ça. J'ai voulu raconter cette histoire-là, justement, pour que les gens sachent que ça existe chez nous aussi, que ce n'est pas juste ailleurs. Puis, Cocum, mon dernier roman, c'est vraiment. Là, je voulais parler de la sédentarisation forcée. Puis, il y avait le personnage de mon arrière-grand-mère qui était comme un personnage fort. Puis, deux, je me suis dit, bon, ben, je vais utiliser l'histoire d'Almanda Siméon pour raconter l'histoire. Comment ça s'est fait pour que les gens sachent. Les Autochtones n'ont pas toujours vécu sur des réserves. Puis chez nous, ça n'a pas toujours été la réserve, au contraire. Puis comment c'est arrivé? Donc, c'est un peu comme ça que le cheminement, pour moi, s'est fait d'une histoire à l'autre. Puis tu vois, là, je travaille sur un prochain roman. Puis là, ça va être un roman plus urbain sur les Autochtones qui se retrouvent en milieu urbain, comment, qui viennent de toutes les nations, ils se retrouvent tous d'une seule même nation à vivre à Montréal. Surtout, il y en a à Québec, mais c'est surtout à Montréal. Puis comment les gens vivent, comment donc cette autochtonicité se vit à Montréal, avec l'itinérance, mais pas que les gens, parce qu'il n'y a pas que des itinérants qui sont autochtones, puis les autochtones font plein d'autres affaires. Donc, tu vois, à chaque fois, j'essaie d'aborder un angle différent, apporter quelque chose. Mais pour moi, c'est avec la compréhension aussi, puis la connaissance qu'une possible réconciliation va pouvoir se faire plus tard. Je pense que c'est des choses qu'il faut savoir, il ne faut pas se voiler la face, c'est des choses qui sont arrivées. Ça nous permet de comprendre. Il y a un intérêt plus grand aujourd'hui. Je pense qu'il y a un intérêt plus grand des gens. Je vais te donner un exemple. Quand j'avais fait Le vent en parle encore, j'avais fait lire à la fille de Jeannette, France, ma cousine France, qui est décédée maintenant, à qui j'ai dédié Coucou. Et elle voulait que je donne un titre en Innu. Et moi, je ne voulais pas parce que j'ai dit, si on donne un titre en langue autochtone, il va y avoir moins de gens qui vont le lire. Le but, c'est d'arriver à toucher les gens. Puis après, on a fait Amun, qui est un recueil de nouvelles avec des auteurs autochtones, qui devait avoir un nom en français. Ça devait s'appeler Les rivières n'appartiennent à personne. C'était mon titre. Et à un moment donné, Joséphine Bacon a parlé de Cocum, rassemblement, Amun, rassemblement. J'ai dit, waouh, c'est beau. Puis on lui a donné un titre en langue Innu. Puis je pense qu'au contraire, ça a aidé le livre. Est-ce que tu parles Innu? Non, je ne parle pas Innu. Non? Non, je ne parle pas la langue. Il y a beaucoup de gens à Mastouillage qui ne parlent pas la langue. C'est une des conséquences de l'assimilation. Tu sais, si tu vas dans l'Ouest francophone, le taux d'assimilation de la langue est 100% chez les descendants. Partout où une langue est minoritaire, où les gens vont à l'école, etc., il y a une pression qui est toujours très forte. Et comme nous, en plus, ma mère, on est élevé à Alma et non pas à Mastouillage, ma mère ne l'a pas appris, moi, je ne l'ai pas appris. Puis, mais je suis inscrit à des cours, mais là, évidemment,
on ne peut pas les faire maintenant, mais mon objectif de vie, c'est d'apprendre un peu d'inou. Même si c'est très difficile à apprendre quand on n'est pas dans le territoire, semble-t-il, parce que c'est Ben, vraiment c'est une langue qui est liée au territoire. une langue qui est liée au territoire, puis c'est une culture qui était très orale au départ. Fait que j'imagine qu'apprendre une langue où il n'y a pas beaucoup d'écrits, où il y en a, mais pas beaucoup, c'est Ouais. doublement difficile, là. Il y a beaucoup, c'est une langue qui est, tu sais, par exemple, c'est une langue très différente du français. Nous, la rivière va être rouge, elle va être haute, elle va être basse, l'eau, elle va être verte, brune, blanche. Mais en Innu, il y a un mot différent pour chacun. Neige, par exemple, elle n'est pas molle, dure. C'est kun, c'est neige, mais il y a un mot différent pour chacune des neiges différentes. Faut essayer de s'imaginer que c'est un schéma de pensée différent. C'est pas un mot associé à une chose. Chaque espace de la nature a son mot que tu apprends, que tu sais. Alors, quand on est conditionné avec une certaine manière de parler, c'est vraiment c'est différent. C'est pour ça que je dis que c'est une langue qui est adaptée au territoire. Mais c'est un challenge. Mon but, c'est de l'apprendre. Maintenant, on est rendu au moment où j'aimerais que tu nous conseilles quelques romans en littérature autochtone. On va commencer au Québec. Moi, j'en connais quelques-uns. J'en ai lu quand même quelques-uns, mais j'ai tellement l'impression qu'il me manque de variété dans tout ça. Je ne suis pas un expert de la littérature autochtone at large, mais j'en ai quand même lu un bon nombre. Au Québec, moi, j'aime beaucoup je pense que mon favori, il y en a deux que je dirais que sont dans mes favoris, c'est Quisipan de Naomi Fontaine. J'ai beaucoup Ouais, aimé Manikinatchich, mais j'ai encore préféré Quisipan, c'est que moi je dis qu'il est un peu un genre de rue autochtone, c'est comme la rue de Kim Thuy. Je trouve que c'est encore son roman le plus vrai. Il y a quelque chose dans ce livre-là, moi, qui me touche beaucoup. Quand j'ai lu ça, j'étais là, wow, quel livre! Parce qu'on sent vraiment l'authenticité dans ce livre-là. Peut-être qu'il n'y a aucune corde. C'est vraiment livré d'une manière simple, mais ça va droit au cœur. J'ai beaucoup aimé aussi Chronique de Kitchiki. Ça, c'est publié chez Anénorak. D'ailleurs, les gens, c'est vous une pouvez maison regarder la d'édition maison. autochtone. Oui, exactement, la maison d'édition Anénorak. Allez sur leur site web. Ils ont un très beau site web, puis ils sont liés aussi avec Koyatong, qui est le salon du livre autochtone qui a lieu chaque année. Et donc, ils publient essentiellement des livres autochtones. Et Chronique de Kitchike, c'est de Louis-Carl Sioui, qui est un relativement jeune homme. Il a une quarantaine d'années, 42 ans, Louis-Carl. Et il y a un style, un peu, j'en parlais tantôt, mais c'est vraiment un style trash. Ça se dit un recueil de nouvelles, mais moi, je pense que c'est plutôt un roman choral, en réalité. Ouais, moi aussi, c'est Chaque... comme ça que je Ouais. voyais. Non, tu as eu cette impression-là, toi aussi, hein? Ouais. C'est ce que j'ai dit à Louis-Carl. Je dis pas un roman, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est un roman choral, ton affaire. Puis c'est encore mieux, je trouve. Et chaque histoire est comme ça se passe tout sur une réserve ou autour d'une réserve. Il nomme autrement, mais on comprend que c'est Wendake, donc c'est sa vision de Wendake, sa réserve à lui, qu'il ne nomme pas comme ça dans le livre. De toute façon, c'est pas important. Puis, mais ça raconte un peu les petites histoires, les gens un peu, des fois, sales, un peu croches, un peu pas trop legit sur certaines affaires. Puis, toujours, il y a beaucoup de tendresse et d'humour. C'est des choses que j'aime parce que les Autochtones, il y a beaucoup d'humour. Et lui, Louis-Carl, il y a quand même de l'humour là-dedans, on rigole. Bon, des fois, on rigeonne un peu par moment, mais ça, Ouais. c'est un livre que Et les gens devraient lire plus. il y a des gens qui Euh, n'avaient pas aimé ça, hein, que certains mauvais côtés. Écoute, l'autre fois, j'ai juste mis je pense que c'est sur Facebook ou sur Twitter, une photo de moi, puis j'ai dit grosse face d'Inou. Il y a des gens qui me reprochaient d'avoir dit ça de Ninou. Comprends-tu? J'étais là, ben là, je parle de moi-même. Je peux-tu rire de ma face? Mais c'était comme mal vu que je ris d'un Ninou. J'étais là, un peu d'autodérision, des fois, on a le droit. Là. Oui, Alors, oui, il y a ben ça, faut, hein. mais La Mare du Lac, Ça, je connais pas. Virginie Pessimapeo, Bordelot, qui écrit La Mare du Lac, elle est écrite. Puis c'est un roman un peu érotique, ça. C'est vraiment bon, c'est bien écrit. C'est une poète, elle, puis c'est quelqu'un qui écrit depuis longtemps. Puis c'est dans un autre genre littéraire. Moi, j'aime la diversité, ça. Je trouve que c'est vraiment très bon aussi. Bon, il y a la poésie de Natacha Canapé-Fontaine, qui est dans un style plus revendicateur, mais qui est une jeune plume bien intéressante. Et moi, évidemment, Joséphine Bacon, qui est dans la toundra, puis Bâton en message, qui est moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime tant que ça la poésie parce que je dis toujours que je ne comprends pas la poésie, malheureusement. Mais la poésie de Joséphine Bacon, je la comprends toujours parce que ça parle du territoire, c'est simple, c'est profond, c'est beau. Puis moi, en plus, ben, je sais pas, d'entendre une voix inoue d'une personne qui est considérée comme une sage, comme Joséphine,
c'est apaisant, ça fait du bien. Puis, quelque part, ça nous montre que ça existe, cette sagesse-là, encore aujourd'hui. Cette profondeur-là qu'on associe beaucoup au passé. Mais Joséphine, elle l'incarne, c'est encore là. Fait que les gens peuvent encore y parler puis y toucher. Joséphine Je est encore. disais dans mon autre vidéo, je parlais avec une de mes copines en France, justement, d'idées pour mes différentes catégories. J'expliquais que, justement, sur Radio-Canada, j'ai-tu le droit de dire ce mot-là devant toi? Oui. Audio. Je suis un ancien de Radio-Canada moi-même. Ah, c'est bon. Il y a quand même une version de bâton à message qui est lue en français et en inou par Joséphine Bacon et c'est fabuleusement magnifique. Je le conseille à tout le monde. Ah oui, je ne l'ai pas écouté, celle-là, mais je pense que je vais aller regarder ça parce que juste entendre parler de Joséphine, c'est quelque chose en soi, je trouve. Puis, il y a beaucoup de romans aussi dans l'Ouest canadien, etc. Il y a un roman américain qui est paru l'automne passé, qui a connu beaucoup de succès, qui s'appelle Ici n'est plus ici par Tommy Orange, qui est un Cheyenne, je pense. Et donc, c'est un auteur autochtone des États-Unis. Puis lui, ça raconte vraiment, c'est un roman choral, encore une fois. Ça raconte vraiment la réalité des Autochtones, la réalité urbaine des Autochtones aux États-Unis, où là, le territoire, ils l'ont perdu, ça fait longtemps, ça fait 200 ans, tu sais. Puis ça a d'autres conséquences. C'est une autre réalité que ce qu'on vit ici, où la langue est beaucoup moins parlée encore qu'elle l'est ici au Québec, même si ça se perd. Puis c'est vraiment bien écrit. C'est un livre qui a eu un succès quand même international, puis que je pense qu'il se lit très bien. Puis c'est un des livres avec les plus belles couvertures que j'ai vues récemment en plus. Alors, je dirais que si on lit ça... J'avais brassé, moi, celui-là. Je me rappelle, je t'avais écrit ouais, après. Je disais, ouais, comment on va faire? ouais. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas de réponse simple à des questions compliquées des fois. Là. Mais Ouais, au moins, quand les affaires sont lancées dans les airs, les gens y pensent, réfléchissent, puis à un moment donné, il sort de ça quelque chose. Là. on va espérer. Alors, un autre livre qui vaut la peine d'être lu aussi, c'est une autre réalité, c'est la réalité des Inuits. Ça s'appelle Croc fendu de Tania Tagaq chez Alto, qui est une maison québécoise, donc qui ont publié ce livre-là. Puis lui aussi, c'est un livre qui a une couverture magnifique. Je me sens très concerné par la situation des Inuits parce qu'ils ne font pas partie de ce qu'on appelle les Premières Nations. Les Premières Nations, c'est les gens qui sont sous la loi sur les Indiens. Et puis les Inuits n'étaient pas... on n'avait pas beaucoup de contact avec eux autres en 1800 quand ils ont fait la loi sur les Indiens. Donc, ils ne sont pas concernés par la loi sur les Indiens. Ils n'ont pas les mêmes racines au départ non plus, ils sont arrivés plus tard. Hein. Je pense que oui, ceux qui sont c'est ça. considérés comme les Oui, Premières Nations. exactement. C'est ça. C'est arrivé plus tard, mais ça reste que c'est un peuple autochtone. Et donc, ils ont été, eux autres, là, sédentarisés dans les années 40, 50. C'est tout récent. Là. Puis, il y a toutes sortes de problèmes là-bas qui se passent dont on n'entend pas parler parce que c'est loin. Mais c'est assez dramatique, là, la façon dont le gouvernement les traite. Et son livre, elle, raconte la dure réalité des gens qui vivent dans les communautés. Ça m'intéresse. Oui. Il y a une portion là-dedans qui est un peu ésotérique, comme moi, j'ai moins accroché. OK. Natacha Canapé-Fontaine m'a dit que, parce que je ne pouvais pas comprendre ça, puis elle a sans doute raison. Mais toute la portion où elle décrit quand les parties se passent, que les enfants se cachent dans les garde-robes pour ne pas être agressés, la dureté, tout ça, tu sais, ça donne froid dans le dos. Là. Puis quand on sait que c'est réel, ça se passe actuellement, ça touche. Il y a une scène où, à un moment donné, la petite fille, elle joue avec un salamandre, là, puis elle se le met dans la bouche. Puis là, tu dis, wesh, on ne ferait jamais ça. Mais c'est comme justement, un Inuk, c'est pas quelqu'un qui vit dans le sud, là, c'est autre chose. Ils ont une autre relation avec la nature, etc. Fait que ça, c'est vraiment bon, puis c'est bien écrit. Je pense qu'avec ça, si on commence avec ça, on a quand même un portrait, je dirais, assez intéressant. Il y a beaucoup de poésie chez les Autochtones. Mais il y a de plus en plus de romans. Puis ça, je trouve que c'est le fun parce que la fiction, c'est un domaine qu'on peut s'approprier plus maintenant. Puis il y a de plus en plus d'auteurs. Il y a plein de monde d'auteurs qui, comme toi, se disent « Je comprends pas ça, la poésie, moi, j'essayerais pas. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, non, je veux dire, je respecte ça, mais je dis ça, puis à un moment donné, il se passe pas qu'est-ce que je vois qui se passe chez d'autres personnes, tu comprends? Ben moi, je Alors, à un trouve ça moment donné, super beau. Je lis ça, je trouve ça beau. Puis je dis, que c'est donc beau. Puis là, j'arrive pour en parler sur le blog. C'était magnifique.
Et c'est Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est parce que j'aime avoir une trame narrative, avoir une tout. histoire des personnages, quelque chose que. Alors que dans la poésie, c'est autre chose. Mon chum Pierre Labrie, il me dit toujours qu'il va m'apprendre à aimer la poésie, là. Mais bon, mais il y a de plus en plus quand même de. Encore une fois, je dis que celle de Joséphine, c'est accessible pour OK. les gens ordinaires. Ouais. Puis même Natacha, c'est quand même accessible aussi. Il y a un petit côté militant, là. C'est sa personnalité à Natacha. Puis elle est jeune, on sent sa fougue, etc. Ça, Ben, il faut, hein. ouais. Mais bon, je pense que la littérature autochtone, Puis moi, je trouve, en tout cas, une chose qui est importante, c'est que le public est de plus en plus là. Je veux dire, Et tu sais, Cocum, quand il est sorti en septembre 2019, donc il y a un an, ben, je veux dire, la presse n'en a pas parlé, Le Devoir n'en a pas parlé, Radio-Canada n'en a pas parlé. Je veux dire, il y a eu quelques articles, mais pas tant que ça. Tu sais, en réalité, les gens disent, ah, toi, non, il n'y a pas eu tant d'articles que ça. Il n'y a pas tant de gens qui en ont parlé dans les médias de Cocum. Mais il y a eu beaucoup de gens sur Instagram qui en ont parlé. Et j'en suis très reconnaissant aux Instagrammeuses et Instagrammeurs. Mais c'est un public c'est vraiment le bouche à oreille. Je pense que ce qui a fait que le livre a fini par marcher, c'est que on est rendu là au Québec, il y avait un intérêt pour ça. Donc, puis le livre continue aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, tu sais, le bouche à oreille, les gens parlent, il y a une curiosité. Puis moi, il je la était sens finaliste surtout. d'ailleurs pour le prix France-Québec. Et aussi, oui, puis aussi pour le prix Jacques Lacarrière, qui est un prix qui est remis en France. Je suis le seul qui n'est pas un Français sur les 10 finalistes là-bas. Mais on verra la suite, là. Mais c'est ça. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment un intérêt du public qui est grandissant sur ces questions-là. Puis la situation qui est arrivée récemment avec Joyce et Chacoan, ben, quand on regarde la réaction du public, ça montre aussi qu'il y a un intérêt aussi de plus en plus grand pour ces questions-là. Surtout chez les jeunes, les 20 à 35 ans en général, ont une plus grande ouverture à ça. Et même les plus vieux aussi. Donc, moi, ça m'encourage. Je suis optimiste Bon. là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas au Québec, ben, j'essaierai dans la barre d'infos là, de mettre un lien vers un site qui explique un peu c'est quoi cette histoire d'horreur qui est arrivée au Québec la semaine passée. Oui. Oui, qui n'est pas fini. Hein. Au C'est plan pas politique, je fini. ne pense pas qu'on est sorti de ça encore. Donc, merci beaucoup, Michel. Merci pour ton temps. Puis, ceux qui ont aimé la vidéo, ben, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Puis, je vous invite aussi, si vous avez d'autres idées de romans ou d'ouvrages qui ont été publiés par des auteurs autochtones, ben, écrivez-moi là dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de découvrir. Puis, on est en train de bâtir une liste d'idées pour notre défi Québec en novembre. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.